Le remaniement du gouvernement fait son chemin. 8 noms sont actuellement entendus pour briguer le fauteuil de Mazouarif. Le Trésor public procède à l'élargissement de ses sources de recettes. Le bon de trésor FIAR a été présenté officiellement aujourd'hui. Au moins 12 personnes ont été tuées ce mercredi matin au siège du journal Charlie Hebdo. François Hollande dénonce un attentat terroriste d'une exceptionnelle barbarie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce jour, le remaniement du gouvernement fait son chemin. 8 noms sont actuellement entendus pour briguer le fauteuil de Mazouarif. Certains sont des proches de Marc Ravalomanane et d'autres d'actuels ministres. Zora Kotinjin. Le remaniement du gouvernement ne va plus tarder. Il est présumé avoir lieu au cours de ce mois de janvier. Certains noms circulent pour remplacer le Premier ministre Koulroger à Mazouarif. Parmi eux, le général Irlantu Raveloarsan, actuellement ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur Soulnandrasana Olivier Mahafal. 2 femmes sont également réputées candidates potentielles à la primature. Il s'agit de Cécile Manourouant, ministre de la Défense au temps de Ravalomanane et partisan d'Anjadzuel depuis 2009, ainsi que Béatrice Atala. Les noms de Pierrot Boutsaz, Samuel Mahafart sont également sur la liste des favoris. Le remplacement de Koulroger n'est pas facile. L'article 54 de la Constitution fait une fois de plus pression. Il attribue la nomination du Premier ministre au groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale, mais à Timbazaz, la majorité parlementaire est difficilement définissable. Le plateforme pour la majorité présidentielle semble s'être rangé. Razon Armampian n'a apparemment moins d'alliés. Des lobbying entre HVM et partis politiques, notamment avec les partisans de Ravalomanane, ont eu lieu ces derniers jours. L'éclatement du MAPAR n'éclaircit pas la situation. Les idées divergent autour de la proposition de loi sur le statut particulier d'Antananarivo. L'État et les parlementaires ont chacun leur perception, sa teneur, la répartition budgétaire ainsi que le risque de conflit de compétences entre les 2 catégories de maires. D'après les dernières informations, 34 milliards d'ariars, et c'est le budget prévu pour la mise en place de la décentralisation effective. Ce projet de loi sur le statut particulier des communes d'Antananarivo, de Nouzbé et de Sainte-Marie, repoussé par les parlementaires. Ernigina Labari. L'enveloppe destinée pour la mise en place de la décentralisation effective n'est pas disponible. Les responsabilités des maires des 16 futures communes d'Antananarivo ne sont pas encore déterminées. Le manque de transparence sur la délimitation des arrondissements aura des conséquences néfastes d'après la députée Lantra Koutmang. D'après elle, les confusions sont perceptibles sur la mise en place de la décentralisation effective et de la réalisation du projet Grand Anna. La proposition de loi portant sur le statut particulier d'Antananarivo a déjà passé devant l'Assemblée nationale, mais les parlementaires ont refusé de l'adopter. En dépit des lobbying qui ont débuté hier, les députés TIM n'ont pas confirmé qu'ils se rallieront au parti HVM pour l'adoption de cette proposition de loi, selon Wang Raarmananarivo. Un grand nombre des députés TIM avouent qu'ils n'ont pas été consultés pour la réunion avec le ministre de l'Intérieur. On vous le disait en titre, le Trésor public procède à l'élargissement de ses sources de recettes. Désormais, tout agent économique peut effectuer un placement à partir de 1 million d'ariars auprès du Trésor public. Le bon de trésor FIAR a été présenté officiellement aujourd'hui. Hilda Sunzo. Le bon de trésor FIAR est un instrument de placement émis par le Trésor public. Il permet à tout agent économique, particulier, entreprise, institution financière et bancaire de placer un fonds à partir de 1 million d'ariars. La maturité est de 1 à 3 ans. Plus accessible, ce bon de trésor pourra renforcer les recettes intérieures. Parce qu'à l'analyse qu'on a faite sur
la situation du marché des bons du Trésor par adjudication, on a donc constaté, je ne dirais pas des lacunes, mais des demandes et des besoins qui n'ont pas été satisfaits, surtout de la part de certains ménages, des ménages et des petites et moyennes entreprises qui auraient voulu aussi épargner avec le montant d'épargne qu'ils voulaient, mais qui n'avaient pas pu accéder au marché des bons du Trésor par adjudication, et de par l'existence du plancher qui était de 20 millions d'ariards et qui augmentait par tranche de 10 millions d'ariards après au niveau du bon du Trésor par adjudication, et surtout parce que la maturité était limitée aussi en ce qui concerne le bon du Trésor par adjudication, limité à 1 an au maximum. Pour 2015, la loi de finances fixe à 240 milliards d'ariards cette recette intérieure. Le bon de trésor par adjudication n'est pas supprimé. Elle va contribuer avec le bon FIAR à atteindre l'objectif, mais même sans ce nouveau produit, la Trésorerie nationale a pu supporter les dépenses liées au fonctionnement de l'administration au terme de 2014, indique Orlando Orobman, un directeur général du Trésor public. Par ailleurs, la Direction générale du Trésor public a fait savoir aujourd'hui que les cartes carburant électroniques seront incessamment lancées. Elles permettront une meilleure gestion des dépenses liées aux déplacements dans les départements publics. La liste des entreprises franches bénéficiant de la loi commerciale AGOA est sortie au cours de la dernière semaine 2014. Il s'agit de General Garment, M. Klein, World Knits, Cotton Line, Mazavaware Antana et Akanzu. La reprise de leur activité permettra la création de 17 000 emplois, mais 20 entreprises anciennement bénéficiaires de l'AGOA n'ont pas encore manifesté leur intérêt. Aucune nouvelle entreprise non plus n'a demandé les termes de référence. Optimiste, le ministre du Commerce estime que la reprise de l'AGOA permettra de redresser la balance commerciale avec les États-Unis. Écoutez les explications. C'est inimaginable l'impact qu'on peut avoir. Je dirais, on exportait toujours aux États-Unis, mais pendant les 4-5 ans, on exportait en moindre quantité. La balance commerciale était toujours négative. Et là, on va exporter exponentiellement, vraiment. Donc je pense qu'il y a un impact vraiment positif. Je pense qu'on va passer à l'équilibre de balance commerciale très très bientôt. Je dirais, cette année, l'année 2015, une année de travail. La réhabilitation de la RN4 vers Majunga a débuté ce jour. Financé par la Banque mondiale, ce projet est inclus dans les projets présidentiels d'après Radra Kutunjatsimb, maire de la commune de Talatamati. C'est par la réhabilitation d'une portion de 200 mètres que les travaux ont commencé. La commune prévoit une déviation jusqu'à la fin des travaux en mars prochain. Reportage. Le mauvais état de la route reliant Njani et Mbouboy est aux sources d'embouteillages monstres. L'encombrement de la circulation dure au minimum 30 minutes aux heures de pointe. Les portions situées au niveau des points kilométriques 9, 10 et 13 comptent parmi les réhabilitations prioritaires. Ce projet fait partie des projets présidentiels d'après Radra Kutunjatsimb, maire de la commune de Talatamati. La Banque mondiale a alloué une enveloppe de 13 milliards pour sa réalisation. C'est par la réhabilitation d'une portion de route de 200 mètres que les travaux ont débuté ce jour. La commune a prévu une déviation en vue de désengorger la circulation. Ainsi, jusqu'en mars, date de la fin des travaux, les usagers de la route devront prendre une bifurcation reliant Talatamati au lac d'Anjantapain. À partir du mois de mars, les techniciens poursuivront la réhabilitation de la RN4 depuis Talatamati jusqu'à Majunga. Les travaux sont prévus durer 8 mois. Et on passe à un tout autre sujet cette fois-ci. Le nombre de personnes mortes de la peste ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année 2014, d'après le rapport officiel du ministère de la Santé ce jour. Le Premier ministre et non moins ministre de la Santé publique a confirmé ce jour la cause de la mort des 3 personnes à un Parafaravoul.
3 personnes ont succombé de la peste, dont bubonique pour l'une et pulmonaire pour les 2 autres. Ce dernier cas de peste se propage le plus facilement. Jusque-là, 6 personnes sont mortes de la peste dans ce district. 60 morts ont été enregistrés depuis le début de l'année 2014. Pour l'année 2014 de toujours, 466 cas suspects ont été enregistrés, dont 153 certifiés par le laboratoire. 107 cas suspectés ont entraîné la mort et 57 déclarés morts officiellement de la peste. Un nouveau cas de peste est suspecté dans le district Ansimjandu. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Au moins 12 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées par 3 hommes cagoulés au siège de Charlie Hebdo, situé dans le centre de Paris ce mercredi en fin de matinée. Les 3 criminels sont parvenus à prendre la fuite et sont activement recherchés par les autorités, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'est un reportage de France 24. Des coups de feu en plein Paris. 2 hommes viennent d'abattre un policier. Il est 11h30 ce mercredi. Armés et cagoulés, les 2 hommes repartent. Ils revendiquent leur acte. La scène a été filmée d'un autre angle de vue par des journalistes réfugiés sur le toit du bureau de Charlie Hebdo. Quelques minutes plus tôt, les terroristes étaient à l'intérieur du bâtiment. Ils ont ouvert le feu pour tuer le maximum de personnes. Ils étaient cagoulés, armés d'armes lourdes de première catégorie, d'armes de guerre, des armes de type Kalachnikov. Ils sont rentrés à l'intérieur des locaux et ont fait feu sur le personnel de Charlie Hebdo. Très vite, les secours arrivent, les blessés sont pris en charge à même le sol. Les employés sont sous le choc, les habitants du quartier n'en reviennent pas. Et on regarde par le balcon et comme on est au 9e, on voit tous les gens de Charlie Hebdo sur les toits qui disaient rentrez chez vous, rentrez chez vous. Et après seulement la police est arrivée et puis voilà quoi, on a compris que c'était très grave. Un peu plus tard, François Hollande arrive sur place. Le président est accompagné de son ministre de l'Intérieur et de la maire de Paris. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Le plan Vigipirate est relevé à son plus haut niveau dans toute l'Île-de-France. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'une voiture noire qu'ils ont abandonnée quelques minutes plus tard, rue de Meaux dans le 19e arrondissement de Paris. Les policiers sont actuellement à la recherche des 2 assaillants. Alors voilà, parmi les 10 journalistes victimes de l'attentat se trouve Charb, le directeur de publication de Charlie Hebdo, ainsi que les dessinateurs Kabou, Wolensky et T-News. Un regard tout de suite sur cet hebdomadaire satirique, ainsi que les réactions de quelques hommes politiques et des journalistes français face à cet attentat. Journal hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo a été fondé en 1969 par l'équipe du mensuel Harakiri. Ouvertement de gauche, irrespectueux, sa rédaction est composée d'une trentaine de journalistes, de chroniqueurs, de dessinateurs. Son identité, les caricatures, ces dernières lui coûteront quelques polémiques, la plus connue celle du prophète Mohamed. En février 2006, le journal ouvre le débat sur la liberté d'expression. Il publie dans ses pages 12 caricatures du prophète, paru quelques mois plus tôt dans le journal danois Jyllands-Posten. Charlie est alors poursuivi par l'Union des organisations islamiques de France, la Ligue islamique mondiale et la Grande Mosquée de Paris. Le directeur de la rédaction est relaxé. En novembre 2011, le journal frappe à nouveau et sort son Charia Hebdo. La une avait entraîné un incendie criminel dans ses locaux. Le journal, lui, s'était écoulé à 200 000 exemplaires. De la souffrance, de la peine que l'on peut avoir devant des journalistes morts, devant des policiers morts. On voit bien que c'est un acte fait pour marquer, pour essayer d'affaiblir un pays, une nation, de toucher sa population. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette volonté tout de suite d'être présent aux côtés bien entendu de Charlie Hebdo, aux côtés
des victimes, de leurs familles, mais aussi pour dire nous sommes une nation debout, quels que soient les coups qui peuvent être portés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est effroyable. On est à plus d'une dizaine de morts. Moi, je pense beaucoup à l'équipe de Charlie Hebdo. Je pense à l'ensemble des journalistes, en fait, qui font leur métier, qui le font parfois dans des conditions très difficiles et qui sont aujourd'hui atteints dans leurs fonctions. Puis je pense évidemment à la famille des proches qui doit vivre un moment extrêmement difficile actuellement. Tous ceux qui viennent ici sont horrifiés par la lâcheté et la sauvagerie du meurtre. Car avant toute chose, il s'agit d'un meurtre, une série de meurtres faits de sang-froid contre des gens qui étaient hors d'état de se soustraire à la violence ou d'y répliquer. Et il ne faut donc pas perdre de vue que ceux qui ont agi sont d'abord des lâches. C'est le jour le plus noir de l'histoire de la presse française. Un massacre au centre de Paris avec une rédaction qui était visée. C'est avec autant de morts, c'est du jamais vu. C'est ce qui s'est passé là. Je pense qu'on va en prendre la mesure au cours des prochains jours. C'est d'une violence insigne contre Charlie Hebdo. Et puis c'est au fond, c'est une volonté de violence contre la société tout entière, contre ses principes, contre sa liberté. Parce que ce qui a été visé, c'est un journal qui tout simplement exerçait sa liberté d'expression toute simple. Ce qu'on appelle l'islamisme, ils caricaturent l'islam au nom de cet islamisme de pacotille, là, etc. C'est des barbares. Eh ben, les barbares, il faut les combattre et les combattre jusqu'au bout. Et tous ensemble, et pas seulement les autorités. C'est un combat national. Et c'est pas un combat de gauche, c'est pas un combat de droite, c'est un combat national français contre l'islamisme. Et c'est le moment du rappel des grands points qui ont marqué ce journal. Le remaniement du gouvernement fait son chemin. Oui, non sont actuellement entendus pour briguer le fauteuil de Mazoarive. Certains sont des proches de Marc Ravelman et d'autres d'actuels ministres. La liste des 7 entreprises franches aussi bénéficiant de la loi commerciale AGOA est sortie au cours de la dernière semaine 2014. Il s'agit là de General Garment, M. Klein, World Needs, Cotton Line, Mazava Wear Antenna et Accounts. Et enfin, la réhabilitation de la RN4 vers Majunga a débuté ce jour. Financée par la Banque mondiale, ce projet est inclus dans les projets présidentiels. D'après Rakout Njatsim, maire de la commune de Tel Atamat, la commune prévoit une déviation jusqu'à la fin des travaux en mars prochain. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, votre série Perception et de très bons films vous attend sur Cool TV. Restez donc avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve donc demain à partir de 20h45. Excellente soirée à tous. Au revoir.